Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Il est 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face jusqu'à 14h. André Berkov, vous recevez Vincent Jauvert, qu'on connaît bien pour ses livres d'investigation, le grand reporter, ancien chef de service étranger à l'Obs et auteur de ce nouveau livre qui sort demain en librairie, À la solde de Moscou. C'est aux éditions du Seuil. Bonjour Vincent Jauvert. Bonjour. Alors Vincent Jauvert, je rappelle, on l'a reçu et toujours avec plaisir pour la mafia d'État notamment, et puis il a fait plusieurs livres et lui, justement, il enquête, oui. L'enquête, vous savez, c'est très important. C'est très très bien éditorialisé, c'est très bien de commenter, mais c'est très bien d'enquêter. C'est quand même la fonction première du journalisme. N'oubliez jamais ce que disait Albert Londres, la plume dans la plaie. Et là, alors, quelle plaie ? Quelle plaît Vincent Jauvert, À la solde de Moscou. Effectivement, un livre qui paraît demain. Et ce qui est étonnant, c'est que, d'abord, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas une grande puissance qui n'a pas ses espions plus ou moins cachés. Je dirais que vous n'avez pas fait le livre sur l'Amérique et la CIA, mais on pourrait faire le même livre ou pas sur l'Amérique et la CIA. Juste un mot avant de commencer. Si, je l'ai fait. C'était même mon premier livre, il y a 20 ans, qui s'appelait L'Amérique contre De Gaulle, à partir des archives américaines qui venaient juste d'être ouvertes, et notamment les archives de la CIA qui montraient comment elle espionnait De Gaulle. Donc, écoutez, voilà. Mais je vais vous raconter une anecdote. Autant pour moi, c'est très bien. Juste une anecdote. Ouais. Ils étaient tellement fascinés par De Gaulle qu'ils interceptaient évidemment toutes ses communications. Et quand De Gaulle est allé au Mexique, avant d'aller au Mexique pour son fameux discours mano a mano, la mano et viva Mexico, oui. Il envoie ce discours à l'ambassadeur de France au Mexique pour avoir son point de vue. La CIA, la NSA intercepte, et le discours est tellement bon que le conseiller à la sécurité nationale de Johnson le montre à Johnson et écrit au bord de Monsieur le Président, vous devriez lire ce discours et vous devriez vous en inspirer avant qu'il l'ait prononcé. De Gaulle, ouais, c'est très joli. Si, bien sûr, les Américains, les autres. Juste un mot, on ne va pas s'éterniser là-dessus, Vincent Jauvert. Mais dans votre livre, donc paru il y a 20 ans, on parlait aussi de journalistes ou d'intellectuels, etc. Parce qu'il y en a eu, vous savez, un certain nombre de revues qui ont été financées par la CIA. Vous en parliez ? Non, mais je révélais l'existence encore plus importante d'une taupe qui était au Quai d'Orsay pour la CIA au moment de la sortie du commandement intégré de l'OTAN, qui était le directeur des pactes, c'est-à-dire l'équivalent à peu près aujourd'hui du directeur politique. D'accord. Donc, il y avait des taupes, bien sûr, de la CIA, évidemment. D'accord. Alors, justement, parlons maintenant de ce livre, La solde de Moscou, qui, effectivement, c'est un thriller, hein. C'est l'espion qui venait non pas du froid, mais qui venait de l'Hexagone. Et c'est vraiment intéressant parce que, justement, ça embrasse des politiques, des journalistes, des hauts fonctionnaires. Et vous racontez très bien, en fait, et c'est parti, on peut dire que c'est parti dès... Ça commençait presque au début du XXe siècle, hein. C'est pas 45. Mais vous avez choisi depuis 45. Là, oui, parce que ma source, ce sont les archives d'un service secret, du seul service secret qui a ouvert toutes ces archives de l'Est, c'est la STB, c'est-à-dire les services tchécoslovaques, qui en fait... C'est votre source, ça, c'est la source première, et en gros, c'était la filiale tchécoslovaque du KGB, soviétique, et donc ça date de 45, pas avant, puisqu'avant le bloc de l'Est n'existait pas. Et vous êtes alors, non, juste pour rappeler, comment vous êtes tombé dessus ? Par un article dans une revue anglo-saxonne de renseignement, de spécialiste, un historien qui racontait l'histoire de Mehdi Ben Barka, ça dit quelque chose de français. Oui, bien sûr. Et qui racontait que Mehdi Ben Barka était un agent tchécoslovaque, en fait, et rémunéré comme tel. Et à l'intérieur de l'article, il était dit que il y a eu une campagne de désinformation organisée à propos de l'enlèvement de Ben Barka dans la presse française via 2 médias. 1965. Ouais, 66. 66, ouais. Bon, on s'en fout. Via 2 médias. Il y a 2 médias qui étaient donc dont les journalistes, dont certains journalistes étaient achetés par la STB, Le Canard enchaîné et Le Nouvel Observateur. Et donc j'ai discuté avec cet historien qui m'a raconté des choses, et ensuite je suis allé sur place et demander les archives et aidé par une formidable interprète politologue, Sarah. On a travaillé pendant plusieurs mois sur ces milliers et milliers de documents. Il devait y avoir une abondance. Ah oui, parce qu'il note tout. Il note tout. Ouais. Et il note quand ça marche, il note quand ça marche pas. Tous les détails. Et ça, c'est unique au monde. On n'a jamais eu d'archives du fonctionnement des services de renseignement au quotidien.
Ah oui, c'est vraiment, il notait tout. Il notait tout. Et aucun service d'enseignement n'a jamais ouvert ça. Il faut savoir que les Français sont très fiers de dire, par exemple, qu'ils ont ouvert leurs archives de 1940. Ah ouais. Donc là, ça remonte jusqu'en 89. Donc c'est exceptionnel comme matériau, exceptionnel. Oui, tout à fait. Et vous avez pu donc ils vous ont laissé tout consulter, tout voir. Enfin, n'importe qui peut faire ça. Hein. Et alors la France a la part, parce que je suppose qu'il ne parlait pas que de la France, et vous le dites, mais a une part, en tout cas, pas négligeable du tout. Ben non, parce que c'est un pays important. D'abord, jusqu'en 66, c'était le siège de l'OTAN, on l'a souvent oublié. Bien sûr. Et puis après, c'était le leader, à l'époque, le seul leader politique de l'Europe. L'Allemagne était quand même un nain politique. C'était un pays qui avait l'arme nucléaire. D'ailleurs, ils se sont beaucoup renseignés là-dessus. On pourra en parler tout à l'heure. Ouais. Donc, un pays qui était militairement quand même important. Politiquement décisif, le Parti communiste était puissant encore, et il cherchait à enfoncer des coins à l'intérieur de la société. Donc, la France était une cible majeure du bloc de l'Est. Et alors comment, justement, parce que vous en parlez dans votre livre, encore une fois, vraiment lisez-le, parce que ça se lit vraiment comme un roman policier. Je vous dis, c'est Vincent Le Carré ou John Jauvert, je ne sais pas, mais ça se lit vraiment bien. Comment il procédait? Alors comment ça se passait? La mécanique, pas évidemment, ça dépendait des gens, mais grosso modo, comment on est service tchèque, évidemment très proche de Moscou, du Kremlin, de l'URSS. Comment on fait, comment on attire, comment on séduit, comment on happe, comment on hameçonne le poisson? C'est une très bonne question parce que on voit bien qu'ils employaient toujours la même technique et c'est celle qui marchait et je suppose qu'ils emploient toujours la même technique. C'est une approche circulaire. Un serpent, ils tournent autour, ils se renseignent d'abord à l'extérieur, puis à l'intérieur, ils vous font parler, ils vous invitent à déjeuner plusieurs fois, ils posent des questions assez larges, comme nous les journalistes, on appelait ça, vous vous souvenez, dégorger, faire dégorger, on fait parler. Et puis petit à petit, ils demandent des questions précises sur votre famille, sur vos antécédents, sur vos pères, vos parents, vos enfants, votre situation financière, vos amis, ils vous... Mine de rien, ils notent tout. Mais de façon très légère, comme ça. Légère. Et puis vous posez des questions sur la politique, ça dépend de ce que vous faites, mais sur la politique, etc. Et ils voient si vous êtes engageant, si vous répondez, et si vous avez des faiblesses, si vous avez des fragilités. Ça peut être une fragilité d'ego, on en parlera à propos de quelques-uns, fragilité ou penchant idéologique, qui n'était pas forcément visible, le cas de Paul-Marie de Lagorce, qu'on pensait être un gaulliste, qui était en fait très orienté vers les soviétiques. Si vous avez des relations sexuelles que vous ne voulez pas revendiquer, ils cherchaient beaucoup ça. Et puis, il y a un moment... Oui, le passage à l'acte. À un moment, ils décident, alors ils s'écrivent entre eux, ils demandent d'abord à Moscou, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut y aller, ou est-ce que vous êtes sur le gars, ou qu'est-ce que vous savez sur lui? Dans certains cas que je raconte, encore une fois, de Paul-Marie de Lagorce, non, là, il est chez nous déjà, arrêtez. Ou alors, oui, allez-y, il n'y a pas de problème, on sait ça et ça de lui, ou d'elle, enfin, en l'espèce, il n'y avait que des hommes. Et alors, on organise le déjeuner, où on va avancer doucement vers la tentative de recrutement. On va pas trop loin, parce qu'on veut pouvoir jouer l'ambiguïté et dire non, j'ai mal compris, non, c'est juste, on voulait voir juste si vous étiez d'accord pour discuter régulièrement avec nous. Amicalement. On fixe, à ce moment-là, quand on sent que ça mord, on dit on va si vous êtes d'accord, on va se voir toutes les 6 semaines. Toujours. Toutes les 6 semaines. Pour tenir la personne, il faut la voir régulièrement. Toutes les 6 semaines. Et puis vous allez accepter des rendez-vous clandestins. C'est-à-dire que vous n'allez le dire à personne, et puis on va organiser des systèmes de remplacement. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a un problème dans cet endroit, si au bout d'un quart d'heure, l'un des deux n'est pas là, on se retrouve, par exemple, le lendemain à la même heure, au même endroit. Et ça, c'est la preuve que si la personne se présente le lendemain au même endroit à la même heure... Il a mordu. Et c'est le cas de Gérard Carrero, par exemple. Mais on va en parler tout à l'heure. Oui. Non, c'est absolument passionnant. Et je suppose qu'il faut exactement... Et la réunion, le déjeuner, est sécurisé. C'est-à-dire que ça, la personne ne le sait pas, qui va être recrutée. Il y a 2 ou 3 agents des services spéciaux qui sont... Dans les tables à côté. Et qui ont repéré le lieu
pendant 2-3 heures auparavant. Passionnant. On se retrouve tout de suite avec Vincent Jauvert après cette petite pause. Et puis on prendra toutes vos questions aussi sur ce sujet passionnant. 0826 300 300 pour réagir et pour poser toutes vos questions à Vincent Jauvert. On est ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous remercier d'exister. Parce que vous êtes vraiment la seule radio que j'écoute et vous êtes quasiment les seuls à faire véritablement votre métier de journaliste. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Là, c'est plutôt comment les Russes, les Soviétiques et les Russes séduisent certains Français. À la solde de Moscou, de Vincent Jauvert, un livre passionnant qui paraît demain aux éditions du Seuil. Alors, justement, entrons non pas dans le vif du sujet, mais voyons des gens. Vous voyez, Paul-Marie de la Gorce. Moi, quand j'ai vu Paul-Marie de la Gorce, pour moi, c'était un gaulliste. Voilà, Paul-Marie de la Gorce, très connu. Rappelez d'ailleurs qui c'était, Vincent Jauvert. C'était un grand journaliste qui a commencé sa carrière dans les années 50 et qui l'a terminé, je ne me trompe pas, dans les années 90. Il a été directeur du service étranger de Radio France, je crois, de TF1, grand éditorialiste. Les Français de nos âges se souviennent de son visage à la télévision comme commentateur. Et on le croyait, plus à la fin, mais en tout cas dans les années 60, on pensait qu'il était comme sa famille d'aristocrates désargentés, de droite, gaulliste, comme son frère qui était à l'OTAN. Et ça lui permettait d'avancer masqué en quelque sorte, parce que en réalité, il était proche des idées. On l'a vu à la fin de sa vie tout de même, des idées soviétiques, disons, en tout cas du bloc de l'Est. Et donc, Paul-Marie de la Gorce, au début de sa carrière, il a accepté de travailler pour la STB tchécoslovaque. Il était devenu un agent très important, notamment sur l'OTAN. Il connaissait beaucoup de choses. Et puis à un moment, comme je le disais tout à l'heure, la STB a demandé au KGB, à Moscou, leur a dit, voilà, on voudrait aller plus loin avec lui, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, vous arrêtez tout de suite parce qu'il est déjà chez nous. Et il était d'ailleurs, non pas au KGB, mais à ce qu'on appelle le GRU, c'est-à-dire le service de renseignement militaire. Depuis longtemps ? Depuis le début, en 1960, je crois, je me souviens plus exactement, mais dans ces eaux-là. Enfin, oui. Jusqu'à quand est-il resté ? J'en sais rien, puisqu'évidemment, les archives du KGB ou du GRU, elles, sont fermées à double tour par Poutine. Bien sûr. Mais probablement, il est resté un certain temps parce qu'il avait besoin d'argent. Voilà, lui c'est le cas type de la personne qui avait besoin d'argent. Il le disait d'ailleurs tout à fait ouvertement à ses officiers traitants et qui ont payé régulièrement. Là, à l'époque, c'était quelque chose comme 2000 francs, je crois, par mois, ce qui devait être le double du SMIC. Ouais. Plus des primes, toujours des primes. Ouais. Et c'était le renseignement militaire. C'est ça. Et parce que, notamment, il avait un frère, et puis il avait cette image du gaulliste aristocrate qui, évidemment, ne pouvait pas trahir la France. Il aurait pensé, oui. Et qui trahissait la France. Alors, quelqu'un d'autre que j'ai connu, moi, comme rédacteur en chef de l'Express, je rappelle, dans les années... Allez, ça ne nous rajeunit pas, mais dans les années 72 à 75, je crois, en tout cas, moi j'ai quitté l'Express en 75, Philippe Grimbach. Ouais. Alors ça, c'est intéressant, très proche de Giroud, très proche de tout le monde, très proche des milieux à la mode, enfin Grimbach, très dandy un peu. Alors, Grimbach, le cas Grimbach n'a pas été révélé par moi, mais par l'Express, quelques jours avant que je sorte le livre. Et c'est une très belle enquête de l'Express sur leur ancien patron, qui lui travaillait émargé au KGB. Ils l'ont su par une autre source. C'est un peu compliqué à raconter, mais vous l'avez eu aussi. Il n'était pas non. Non, il n'était pas au service des Tchèques. Il était au service uniquement du KGB. Et c'est un transfuge qui avait écrit un livre très important dans les années 90 avec des noms de code, mais les noms de code de Grimbach n'étaient pas associés à son nom. Il ne donnait pas les noms, mais dans ses note initiale, il y avait les noms, note initiale qui était en Grande-Bretagne, et l'Express a eu la bonne idée d'aller voir ces notes-là, où il y avait marqué le nom de code Intel, c'est Philippe Grimbach. Ce dont plusieurs personnes se doutaient. Et c'était intérêt ou conviction, lui ? Enfin, conviction. Si j'ai bien compris, c'est les deux. Hein. C'est les deux, oui. C'est surtout l'intérêt. Et alors justement, vous parlez de quelqu'un, enfin, on parlait de deux personnes. Mais pardonnez-moi de vous interrompre, même si c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est un formidable agent c'est un des rares qui a été décoré
à Moscou, clandestinement, pour le travail qu'il a accompli. Il a été décoré. Décoré à Moscou. Clandestinement, mais officiellement. Enfin, je veux dire. Oui, par le patron, le numéro 2 du KGB de l'époque. Donc, il y en avait plusieurs. Enfin, c'est quand même, voilà. Personnage flamboyant, extraordinaire, pas forcément sympathique, mais un entre-gens incroyable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été choisi, forcément. Oui, forcément, parce qu'il connaissait. C'est tout à fait insoupçonnable, comme toujours. Les meilleurs sont ceux qui sont absolument insoupçonnables. Personne n'y pense. Par exemple, alors vous parlez d'un journaliste du Nouvel Obs, lui qui apparemment avait besoin d'argent, Albert Paul Lantin. Oui, alors lui, il était soupçonnable en ce sens que c'était un homme de gauche qui était très engagé dans le combat anticolonial. C'est lui qui avait fait l'intermédiaire entre, et c'est comme ça qu'il a pu avoir les informations, entre l'Élysée de Gaulle et le FLN. Donc personnage qui est très engagé, ancien résistant. Et donc les gaullistes de gauche, ceux qui étaient les plus engagés en faveur de la décolonisation de l'Algérie, eh bien lui parlaient en n'imaginant pas une seconde que c'était un agent. Et donc il a eu accès à des informations notamment nucléaires, sur l'avancement, ou plutôt le non-avancement de la bombe H, des travaux de la bombe thermonucléaire française qu'il a livré aux Tchèques, donc aux Soviétiques, et en ce sens-là, il a livré des informations militaires très importantes. Et justement, alors lui, c'était quoi? Parce que, comme vous dites, c'est pas parce qu'on est à gauche qu'on va devenir espion tchèque ou du KGB. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui le motivait? L'argent. Ah oui. Lui, il était rémunéré au départ. Il disait qu'il n'était pas bien payé au Nouvel Obs. Il disait qu'il n'était pas bien payé au Nouvel Obs. Et à un moment, il était payé 800 francs, et il demande 1000 francs par mois, et son officier traitant écrit franchement, ça serait normal d'aligner son salaire avec notre agent de je ne sais plus quel journal, ça se fait en France, et puis il faudrait, je vous jure que c'est vrai, il faudrait l'équivalent du 13e mois. C'est magnifique, oui. Et les RTT, quoi. Pas encore les RTT, mais le 13e mois, oui. C'est pas mal, Albert. Et alors, l'autre flamboyant, quand même, le Canard enchaîné, journaliste du Canard enchaîné, qui ne connaît pas, pour ceux qui je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, mais enfin, Jean Clémentin. Ouais, Jean Clémentin, maintenant. À l'époque, il était rédacteur en chef politique. Puis il est devenu rédacteur en chef tout court, et celui qui a vraiment lancé le Canard enchaîné sur l'enquête, sur la révélation, donc personnage central du Canard enchaîné, qui était un agent de la STB, et lui aussi, pour de l'argent. Au départ, idéologiquement, il était à droite, et d'une famille très à droite même, et puis il est allé en Indochine, et là il a vu les désastres de la colonisation en quelque sorte, ou les drames. Il s'est rapproché du Parti communiste, de Libération de l'époque, c'est-à-dire rien à voir avec Libération d'aujourd'hui, qui était compagnon de route, et on s'en est pas aperçu, mais il est resté, et à ce moment-là la STB l'a recruté. Et il a fait passer, non seulement il informait de la même façon sur son entourage, de Gaulle, etc. Par exemple, il avait accès au médecin qui avait opéré de Gaulle de la prostate. De la prostate, Donc, important de savoir est-ce que c'est cancéreux, où ça en est, etc. Et donc, il informait là-dessus. Et puis, il a fait passer plusieurs fois de faux articles. Des articles dictés par la STB. Ou dans le Canard? Dans le Canard. C'est ce qu'on racontait. Et on voit d'ailleurs, l'article final imprimé dans le Canard, et puis on voit dans les archives le brouillon en tchèque. Incroyable. Par exemple, alors c'était un peu compliqué, mais c'est intéressant parce que je suis sûr qu'ils continuent à faire la même chose, évidemment. Il fallait enfoncer le clou entre la France et l'Allemagne. Donc ils avaient inventé un faux testament politique du chancelier Adenauer disant qu'il fallait embêter la France, quelque chose comme ça, qui était totalement faux, et ça permettait de créer un coin entre la France et ça n'a pas vraiment marché, en fait, là, à l'époque. Mais alors, lui aussi, l'argent, et lui aussi, donc pendant très longtemps, quand même, ça... oui. Jean Clémentin. Oui, jusque dans les années début des années 70, et il a commencé en milieu des années 50. Ouais, longtemps. Il a pu payer sa maison, comme ça. Oui. Et il n'a pas voulu me parler. Quand j'ai sorti l'affaire d'abord dans le Nouvel Obs, dans l'Obs, et il est mort entre-temps. D'accord. Il n'a pas voulu vous recevoir à ce moment-là. Ni lui, ni son fils. Alors parlons de quelqu'un qui est encore en activité, disons Gérard Carrérou. Gérard Carrérou, Europe 1, TF1, un peu partout, et qui a d'ailleurs très vivement protesté contre votre livre et vous-même. Alors, Gérard Carrérou,
Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Gérard Carrérou n'était pas un personnage important à la STB. Comme je le dis, il n'était pas agent. Il y a une gradation. Il y a l'informateur, le collaborateur. Ah oui, alors... il y a un formateur simple. La personne n'est pas au courant du tout qu'elle discute avec quelqu'un du service d'enseignement. Le collaborateur de confiance qui commence à entrer dans la clandestinité, mais il n'est pas sous les ordres. Il n'est pas forcément censé savoir qu'il a en face de lui quelqu'un du service de renseignement. Et puis il y a l'agent qui est totalement aux ordres et qui est payé. Lui, il était au milieu. Il savait qu'il avait affaire... En tout cas, il savait, d'après les rapports du service de renseignement tchèque, qu'il savait, puisque je vous ai raconté l'histoire de la réunion de remplacement. Il est allé à une réunion de remplacement, donc il savait qu'il était dans une relation clandestine, et il n'était pas rémunéré. Malgré ce qu'il dit, je n'ai jamais dit qu'il était rémunéré, mais il recevait des cadeaux. D'accord. Du cristal de Bohème. Oui, des vases. Des services divers et variés. On a les factures. Mais il savait à qui il avait affaire. Il savait parfaitement à qui il avait affaire. En tout cas, d'après ce qu'ils disent, eux. Et eux, quand ils disent que ça ne marche pas avec quelqu'un, ils le disent. Quand quelqu'un ne sait pas à qui il a affaire, ils le disent. On pourra venir tout à l'heure sur des gens qui ont refusé, sur des gens qui... On va en parler, Et donc, lui, tout porte à croire qu'il a accepté pendant 2 ou 3 ans de travailler pour eux. Je pense essentiellement, un peu par idéologie, c'était un homme de gauche à l'époque, et puis je pense surtout par ego. Il était flatté. Il lui disait que ses rapports allaient directement à Prague, au comité central, que c'était un élément de paix très important. Ce qu'il faisait était fondamental pour la paix dans le monde. Je pense que c'est un des éléments. Peut jouer, c'est clair. L'ego joue, certainement. Oui. On continue à en parler, c'est passionnant, avec Vincent Jauvert à la solde de Moscou, non pas Vincent Jauvert à la solde de Moscou, on pourrait le dire, non. Je plaisante, je galège. Après cette toute petite pause. Et vous aurez la parole 0826 300 300 pour poser toutes vos questions. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Quel portrait, quel dîner de tête à la solde de Moscou, le livre de Vincent Jauvert. Alors justement, on parlait un peu, alors les faiblesses, il y a l'ego, il y a l'argent, et puis il y a aussi, quand même il faut le dire, le sexe, ça joue quand même un rôle non négligeable. On sait, il n'y a pas une histoire d'espionnage qui est c'est vrai dans la réalité. Justement, avant de parler de Patrick Ollier et de Gérard Lecomte, Albert Paul Lantin, vous disiez, était assez friand de donner quelques secrets d'alcôve, peut-être, à ses interlocuteurs. Absolument. La compromission par le sexe était vieux comme le monde, et il cherchait donc... Les journalistes qui étaient à leur solde donnaient des informations sur l'état de la situation financière de leur cible, si évidemment il manquait d'argent, et puis savoir quelle était leur orientation sexuelle et leur activité sexuelle, leur désir. Et par exemple, Lantin a révélé qu'un tel, ancien patron d'une grande chaîne de radio, adorait les parties fines. Bon, alors est-ce qu'ils l'ont utilisé ensuite ? Parce que est-ce qu'il le reconnaissait ? Est-ce qu'il était d'accord ? Ou un tel rêvait de tromper sa femme, mais avait pas trouvé. Et donc, simplement, il voudrait pas que sa femme le sache. Donc, évidemment, Lantin dit, ça serait bien que vous envoyiez une belle hirondelle, comme on dit. Et puis après, on verra. Cela dit, je n'ai pas vu dans les archives de recrutement, mais il y en a sans doute fait par le biais de la compromission sexuelle. Voilà. D'accord. Je n'ai pas vu. Mais il le cherchait. Alors, quelqu'un qui a eu une autre attitude, Patrick Ollier. Je rappelle, Patrick Ollier, ancien président de l'Assemblée nationale, bien sûr. Et compagnon, on le sait, de Madame... Alliot-Marie. Alliot-Marie. C'est ça. Alors, Patrick Ollier a été aussi recruté. En tout cas, on a tenté de le recruter. Oui, il a fait semblant de marcher, mais dès qu'il a compris qu'il avait affaire à des gens du service de renseignement, il est allé voir la DST. J'ai vérifié auprès des anciens, c'était bien le cas, tout de suite. Et donc, il a fait la chèvre. Il les a fait parler sur leur méthode, sur qui faisait quoi au sein du service. Et il rapportait tout. Il a même été à un moment sonorisé, comme on dit.
Il a pris un petit... il avait un micro, et les gens de la DST écoutaient par derrière et enregistraient. Et ça a duré pendant plusieurs mois. Et ensuite, son officier traitant, celui qui croyait le traiter, a été expulsé, déclaré persona non grata. Et lui a reçu une lettre, mais 20 ans après, du patron de la DST, avec une médaille en reconnaissance de son apport. Donc lui ne s'est pas laissé embrigader. Lui, pas du tout. Non, pas du tout. Et juste, on voudrait parler. Alors là, lui, c'est intéressant parce que lui, il faisait partie de la police et était très près des grands du pouvoir gaulliste de l'époque, Gérard Lecomte. Vous en parlez. Gérard Lecomte, c'est l'espion parfait, comme dit John Le Carré, c'est-à-dire la personne qui a accès à énormément d'informations et qui est invisible, en gros. Il était au cabinet du préfet de police de Paris, donc quelqu'un qui est extrêmement bien informé. Ben oui, bien sûr. Et il recevait tous les rapports de la DST et du SDEC, c'est-à-dire le service de renseignement. Ah oui, il avait tout. Il avait tout. Et s'il n'avait pas assez, il allait sur les bureaux de ses copains et il piquait et il donnait tout, l'ensemble, au service tchèque. Mais d'abord, il les photographiait chez lui. Ouais. Et il donnait les films à sa femme, qui avait rendez-vous très régulièrement dans une station de métro qui changeait tout le temps. Et c'est sa femme qui amenait les films. Et dans une rencontre très subreptice, à la sortie de la rame, un Tchèque prenait les films et glissait dans la poche de madame les billets. Ça allait jusqu'à 6 000 francs à chaque fois. 6 000 francs de l'époque, c'est beaucoup d'argent. Ah oui, 6 000 francs de l'époque, c'est énorme. Et ça a duré 12-13 ans. Il a été soupçonné, il a été arrêté, et faute de preuves, ils l'ont relâché. L'ancien patron de la DST qui couvrait l'affaire à l'époque en parle dans son livre sans donner le nom du personnage et dit que probablement, il a compris lui qu'il y avait une pression politique. Le pouvoir ne voulait pas dire que la police française était infiltrée. Ah ouais. Surtout qu'il était le collaborateur, numéro 1 du préfet de police. Oui, ou 3. Il était dans l'équipe d'abord de Papon, puis de Grimaud. Ah ouais. Et il a terminé sa vie, c'est extraordinaire ça, comme patron des Bleus, c'est-à-dire, vous savez, l'organisme à Nanterre qui accueille les sans-abri, pour se laver, pour se soigner. Et il y a un article du Monde, bien plus tard, en 84, qui le qualifie de saint laïque. C'est magnifique. Alors que cet homme avait trahi la France pendant des années et des années, mais il s'est en partie réhabilité. Voilà, il s'est racheté une conscience. C'est le mot. Alors je crois que nous avons des auditeurs, Esteban. Oui, puisque c'est Philippe qui nous appelle depuis Caen. Bonjour Philippe. On va retrouver Philippe dans quelques instants, mais on a une question sur les réseaux sociaux pour vous, Vincent Jauvert. Oui. À quoi ressemble concrètement un officier traitant ? Est-ce que c'est Monsieur Tout-le-monde ou est-ce que c'est l'espion style James Bond ? Non, c'est Monsieur Tout-le-monde. C'est Monsieur Tout-le-monde. Il faut que c'est des gens qui passent totalement inaperçus. Par définition. Ils parlent parfaitement français, il n'y a pas aucun doute. Ils parlent parfaitement français. La différence avec d'autres, c'est qu'ils sont extrêmement sympathiques. Tous sont séduits d'abord par la personne. Bien sûr. C'est le job premier. Il faut que l'autre ait l'impression qu'il a affaire à un ami qui le comprend. Qui veut devenir un ami. Un ami. Regardez Poutine qui change de face, qui s'adapte à vous. Et c'est comme ça qu'il a eu tant de succès au début avec tous les grands personnages d'occidentaux, les leaders, parce qu'ils savaient parfaitement s'adapter aux clients en face de lui. Et eux étaient pareils. On a retrouvé Philippe, André. Philippe qui nous appelle de Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour André, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, d'utilité publique, j'ai lu le livre, donc La Mafia d'État. Je recommande à tous les Français auditeurs de le lire. C'est à jour, c'est une œuvre, un chef-d'œuvre. Bon, merci, voilà, monsieur. J'aimerais revenir sur quelque chose, sur l'affaire, en fin de compte, Charles Hernu, ministre de la Défense à l'époque, qui... Charles Hernu, vous parlez, oui. Oui, Charles Hernu. Oui. Je pense que Vincent Jauvert est informé sur son cas. Alors, je ne sais plus si il était impliqué dans les renseignements, les groupes de renseignement de l'Est ou pas, à ce sujet-là. Et j'ai une autre question concernant le gouvernance Mitterrand. Mais là, c'est inversement proportionnel, on va dire. Des gens comme Papon et comme Bousquet qui ont collaboré, est-ce que
Mitterrand, dans ce cadre-là, s'en est servi, ou les services de renseignement s'en sont servis. Voilà. Vincent Jauvert. Pour la deuxième question, je ne sais pas du tout. Ouais. Je ne sais pas. Ils n'étaient pas au pouvoir. Hein. Papon était au pouvoir était membre du gouvernement sous Giscard. Donc, je ne sais pas. Quant à la première question sur Charles Hernu, alors, il y a quelques années, l'Express avait sorti toute une affaire sur ce que Charles Hernu disait je crois que c'était au service de l'Est roumain. Et moi, derrière, j'avais sorti ce que Charles Hernu disait aux Américains, puisque les archives étaient ouvertes aussi, et il leur disait exactement la même chose. C'est bien. Donc, je ne sais double service. Je ne suis pas. Je pense que ça fait partie des gens qui étaient flattés. Je ne crois pas qu'il ait jamais trahi, mais je peux me tromper. D'accord. Une question, parce que nous n'avons pas là tout de suite une question, Vincent Jauvert, par rapport à tous ces gens, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, alors, que ce soit du côté américain ou du côté russe ou du côté français, parce que, alors, on est d'accord, d'abord une question. Tout le monde utilise un peu partout dans les pays étrangers les mêmes tactiques d'espionnage et de renseignement. Bien sûr. Il n'y a pas un pays spécifique, voilà, vous l'avez dit vous-même. J'imagine qu'il doit y avoir des spécificités des uns et des autres, mais enfin tout le monde pratique le renseignement. Oui, et puis tout le monde pratique la même façon, être ami, jouer les copains, donner de l'argent. Enfin, je vois pas comment on pourrait faire autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette solde de Moscou, à votre avis, aujourd'hui, donc sous Poutine, même voilà, puisque votre livre appartient évidemment à une période très précise et où il y avait effectivement les services aujourd'hui sont peut-être plus bouclés, mais à votre avis, rien n'a changé sur le fond? Oh non, rien n'a changé, mais tout a continué, comme dit la chanson. Ouais. D'autant plus que du temps de l'Union soviétique, le KGB était aux ordres du pouvoir politique. On l'oublie, ça. Le KGB n'était pas au pouvoir en Union soviétique, c'était le Parti communiste. Aujourd'hui, c'est le service de renseignement qui est au pouvoir. Et ce sont des hommes de renseignement, tous, au pouvoir. Y compris Poutine, bien sûr. Mais tous son entourage. Ouais. C'est unique dans l'histoire du monde. Unique que des gens qui sont uniquement des gens qui ont été formés pour faire de l'espionnage extérieur dirigent le pays. Et donc ils savent faire que ça, ils le font bien, semble-t-il. Donc évidemment, ça continue et de plus belle. On a des histoires qui sortent tous les jours partout dans le monde, de gens qui se font arrêter pour espionnage, recrutés toujours de la même façon. Il y a toujours de l'argent, il y a toujours une séduction. Bon, et vu la tension internationale d'aujourd'hui, connaître le niveau d'armement et de préparation et d'intention surtout, c'est crucial pour Poutine, évidemment comme de l'autre côté. Simplement, c'est plus facile pour les Russes parce que quand même nos territoires sont largement plus perméables que la Russie. Mais alors justement, est-ce que d'un autre côté, on peut pas dire aussi que la CIA, quelque part, même en Amérique, démocratie évidemment, ce que n'est pas tout à fait la Russie, c'est le moins que l'on puisse dire, mais la CIA, on l'a vu avec ce qui s'est passé avec Biden et les GAFAM et compagnie, est-ce que la CIA n'est pas elle aussi au pouvoir? Non, je crois pas, non. Non, elle a beaucoup de pouvoir, oui, c'est vrai. C'est vrai que leur manière de... Alors, c'était pas la CIA, c'est la NSA, c'est-à-dire... Oui, National Security Agency, l'organisme chargé des écoutes, sont allés beaucoup trop loin et ont mis en cause la vie privée d'Américains. Ben oui, mais ça s'est su. Oui, il y a des contre-pouvoirs. Il y a des contre-pouvoirs. Voilà, en Russie, ils font forcément la même chose, ça ne sait pas. Donc ils n'ont pas le pouvoir, ils ont beaucoup de pouvoir, parfois trop, ils s'en accordent trop, c'est sûr, mais c'est sans commune mesure avec ce qui se passe en Russie. Est-ce que nous avons un auditeur? Oui, on a Philippe de Saône-et-Loire. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour André, merci pour vos remarquables émissions. Moi, je pense que vous êtes d'utilité publique. Voilà. Je vais te demander à être remboursé par la sécurité sociale. Vous avez raison, Philippe. Absolument. Alors, dites-moi, allez-y, Philippe, allez-y. Alors, tout à l'heure, vous venez de dire que, par exemple, en parlant de la Russie et que le renseignement est au pouvoir et que c'est le seul cas. Ah non, George Bush père était l'ancien directeur de la CIA. Donc, vous avez eu l'ancien directeur des services secrets qui a été président des États-Unis. Voilà. Oui, c'est un peu vrai, ça. Oui, c'est tout à fait vrai, mais d'abord, c'était donc, le renseignement aux États-Unis
est bien entendu très très proche du pouvoir. Il est non, c'est vrai. Non, simplement ce que disait Vincent Jauvert, et je crois il y a des contre-pouvoirs aux États-Unis. On le sait plus facilement, disons. Voilà. Oui, non, dis pas que c'est mieux ou même bien. Oui. Et puis il y a aussi le fait que George Bush effectivement avait été directeur de la CIA, mais ce n'était pas un officier de carrière d'une part de renseignement, et d'autre part autour de lui, il n'y avait pas que des gens issus du service de renseignement. Autour de Poutine, il n'y a que des gens issus du service de renseignement. J'imagine qu'il a quand même les Lavrov et compagnie ne sont pas tous que du renseignement, non Lavrov peut-être pas, non, mais tous les autres, oui. Enfin, il suffit de. Ouais, oui. Non, mais c'est clair que effectivement c'est un autre, en tout cas c'est un autre système, ça c'est clair. Il y a une question quand même, Vincent Jauvert, que vous posez dans votre livre quand on le lit. Quand même, pardonnez-moi de vous interrompre. Ouais. Du temps de George Bush, quand il était à la CIA, il y avait une grande enquête public sur l'activité de la CIA pendant les dernières années, notamment leur intervention scandaleuse au Chili ou ailleurs. Ouais. Vous verrez pas ça à Moscou. Oui, c'est plus compliqué. Pas tout de suite, en tout cas. Il faut attendre le rapport Khrouchtchev ou Solzhenitsyn pour que ça bouge. Exactement. Juste un mot, Vincent Jauvert, plus qu'un mot d'ailleurs. Est-ce que comment au fond il y a votre livre, mais il y a eu déjà des choses qui sont sorties sur un certain nombre de gens, que ce soit dans vos enquêtes ou dans d'autres. Est-ce qu'il y a eu sanctions ? Est-ce qu'il y a eu réaction, etc. quand on regarde maintenant avec un peu de recul? Votre livre, il sort demain, donc c'est encore trop tôt. Mais quand même, sur un certain nombre de ces personnages dont on a entendu parler, vous-même, vous avez fait des enquêtes là-dessus, est-ce qu'il y a eu des réactions, des sanctions ou pas? Sanctions, non, il y a prescription. C'est la prescription de 20 ans, je pense. Ouais. Donc c'est plus ancien que ça. Même pour Monsieur Carrero, largement, il y a 40 ans, donc voilà, tout est dit, il y a prescription. D'ailleurs, je pense qu'une des raisons pour lesquelles ils ont ouvert, les Tchèques ont commencé à ouvrir, c'est en 2008, c'est 20 ans après, c'était 20 ans après la fin, donc les risques d'implication judiciaire étaient inexistant. En revanche, on pourrait imaginer que certains... Mais du point de vue de société, laissons la justice de côté, comment les gens ont réagi par rapport à Tétène Espon pas bien. Je veux dire que je pense que le Canard enchaîné, par exemple, a un peu souffert de la publicité négative faite par l'affaire Clémentin. Je veux dire aussi qu'ils n'ont pas très bien réagi. Pour Monsieur Carrero, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que les Français dans leur ensemble n'aiment pas trop qu'on trahisse. Pour aller vite, pour trahir son pays pour de l'argent. Dire les choses aussi bêtement que ça. Mais juste un mot là-dessus. En fait, il y avait aussi sans doute, et là je sais pas, on peut penser ce qu'on veut. C'est vrai que quand on est pour une cause, par exemple, je pense à la cause du communisme, beaucoup de gens se disaient il faut aider l'URSS à l'époque à gagner, puisque c'est l'avenir de l'humanité, le prolétariat mondial. Donc ils le faisaient en toute bonne foi et peut-être en toute sincérité idéologique. Ceux qu'on a cités, je suis pas sûr, franchement. Non, pas ceux-là, mais d'autres, oui, c'est vrai. Mais bon, ça peut expliquer. Ça peut donner des circonstances atténuantes, mais reste que trahir son pays, c'est trahir son pays. Certes. Je ne vois pas comment on peut le dire autrement. En théorie, les services de renseignement, d'ailleurs de l'Est, faisaient attention de ne pas recruter des gens du Parti communiste. Ah ouais. Parce qu'ils étaient tellement encadrés, surveillés, qu'ils ne le faisaient pas. En réalité, ils le faisaient, parce qu'il manquait quand même d'informateurs. On peut croire à un idéal, mais sans forcément trahir son pays. Alors, une question quand même, pas de femmes? Pas de femmes? Mais où sont les Mata-Hari? C'est logique. Non, attendez, là, les Mata-Hari, c'est de l'autre côté. Là. Ça, c'est pour aller... Non, je dis où sont... Il y aurait pu avoir des Mata-Hari côté français ou européen. Il y en avait, il y a les hirondelles qu'on met dans les lits des diplomates et autres. Mais non, mais c'est simplement que les femmes n'avaient pas de position de pouvoir à l'époque, ni dans la presse, ni dans la politique, ni dans l'administration, ni nulle part. Je crois que c'est aussi simple que ça. C'est ça. On va marquer une courte pause sur Sud Radio et après on prendra tous vos appels au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Toujours avec Vincent Jaubert et André Berkoff, et nous avons Guy qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour monsieur André Berkoff, bonjour monsieur Jaubert. Bonjour. On vous écoute Guy. J'ai été chimiste pendant plusieurs années au CEA dans un laboratoire de recherche appliquée et j'ai été surpris de l'indifférence, voire même de la naïveté concernant la sécurité. J'ai eu plusieurs cas où il a fallu que j'intervienne, notamment ce monsieur qui est un grand mathématicien, qui a sa fille qui fait partie du paraclub. Nous sommes en réunion de paraclub un soir et il vient me voir, il me dit Guy, je ne sais plus où j'ai mis ma voiture parce qu'il avait été trépané, il avait eu une opération. Donc on se met à la recherche de sa voiture et je le vois transpirer à grosses gouttes. Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit il y a ma sacoche dans la voiture. Il dit dans la sacoche qu'est-ce qu'il y a? Il y a des dossiers confidentiels. Moi j'ai été accrédité au secret confidentiel comme lui. Voilà, donc on a réussi à retrouver la voiture, la sacoche, et je l'ai donc raccompagné au CEA pour qu'ils remettent des dossiers ultra confidentiels au coffre. Voilà, ça c'est un exemple. On a eu un stagiaire indien qui n'a pas arrêté de photocopier toutes les parutions internes et qui a rempli des malles complètes pour les envoyer en Inde. Et quand il est revenu au centre de Bombay, il a fait paraître toutes les parutions internes en se les accaparant. Voilà, et ce sont devenus des brevets pour le centre de recherche de Bombay. Voilà. Oui, Guy, ça arrive assez souvent. Hein. Ça arrive assez souvent. Vous avez ce monsieur qui vient d'être surpris, il a perdu son ordinateur. Ce monsieur qui fait partie de la sécurité, ingénieur sécurité pour les Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques. Oui, on a entendu ça. Il y a une histoire, si je peux intervenir. Ça ne doit pas arriver. Il y a une histoire qui. Oui, mais ça arrive. Oui, mais non. Il y a une belle histoire qui a à voir avec les Russes. Vous allez voir. Au début des années 90, les Russes ont inventé un système qui était, enfin inventé. Ils ont vu dans une petite annonce un jeune mathématicien ou physicien chercher à donner des petits cours. Et cet homme-là, ce jeune homme-là, travaillait au CEA. Au CEA, même au CEA militaire, à la DAM, la direction des applications militaires. Ouais. Et donc les Russes leur ont dit, ben oui, écoutez, quelqu'un s'est présenté pour prendre des cours. Il le payait largement, et puis petit à petit, il a demandé des notes plus précises. Et à la fin, ce garçon-là a donné tous les rapports officiels, enfin les rapports secrets sur les essais nucléaires français. Et il a été arrêté, il était en prison pendant plusieurs années, il est sorti il n'y a pas très longtemps. C'était les Russes qui faisaient ça. Donc vous avez raison, monsieur, au CEA, pendant un moment, ils faisaient pas assez attention. Oui, il y a eu sûrement, Guy, effectivement, beaucoup de choses comme ça, et ça, c'est les trous dans la raquette, hein. C'est les mailles du filet, et ça arrive. C'est que nous sommes un pays libre, avec des gens qui ne sont pas forcément toujours comme ça, sur les dents, ils devraient l'être un peu plus, sans doute. Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, il y a un livre à écrire, alors le troisième livre, celui-là, je pense pas que vous l'ayez écrit, c'est La France-Afrique. Non, si je connais rien du tout à l'Afrique. Oui. Non, parce qu'il y a eu un certain nombre d'attractions, séductions intéressantes là-bas aussi. Mais sans doute. Là, on est plus dans l'action clandestine plutôt que dans l'enseignement, je crois. Et dites-moi juste un mot. Alors justement, Vincent Jaubert, un autre fil rouge intéressant. Est-ce que les gens qui travaillaient, vous savez, comme il y a eu le Pen Club qui était pro-CIA et compagnie américain, est-ce que les Russes ont subventionné, je parle pas du Parti communiste, etc., bien sûr, français, etc., mais des revues, des publications, des recherches intellectuelles, enfin des recherches de conférences pour drainer un certain nombre, soit d'intellectuels, soit de chercheurs ou tout ça, ou pas, à votre connaissance? Il y a un cas qui a abouti à l'emprisonnement de quelqu'un qui s'appelait Charles Pathé, à la fin des années 70, je crois, qui avait une petite lettre confidentielle, mais qui était assez lue. Et qui était clairement... il a été pris en flagrant délit de recevoir de l'argent d'un officier traitant russe, soviétique, donc il a été mis en prison. Et puis il y a le cas d'André Ullmann dont je parle qui avait la Tribune des Nations. Ouais, ça c'était une publication assez importante dans les années 50 et 60, totalement financée par le KGB. Lui-même donc est travaillant pour le KGB. Et ben il est mort, il a jamais été inquiété, et la publication s'est poursuivie probablement sur financement du KGB jusqu'au début des années 80. Oui, mais c'était quand même marginal. Enfin, celle-là, elle était lue dans les cercles quand même diplomatiques, donc ça jouait un rôle.
pas fondamental. La CIA, effectivement, en Europe, a eu beaucoup plus de résultats, je pense. En fait, quand on lit votre livre, à la fin, on se dit, non pas du tout le tous pourri, évidemment pas, parce que ce serait trop facile et puis simpliste, total, mais quand même, la tentation de l'argent, des gros sous, des euros, des dollars, des pétrodollars, on le voit aujourd'hui avec les Émirats et tout ça, qu'est-ce qu'elle est forte dans les hommes et les femmes d'influence. Oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas que les hommes et les femmes d'influence, on est tous sensibles, je pense, à l'argent. À un moment, il faut comprendre que quand on met le doigt dans un engrenage, qu'on ne pourra plus l'enlever, quoi. C'est ça le truc, ils n'y pensent pas au début. Ça fait partie des gens qui considèrent sans doute qu'ils sont intouchables dans une certaine mesure, qu'on jamais on viendra les embêter. Ah oui, et effectivement, le sentiment d'impunité. Et effectivement, en France, du fait que les pouvoirs publics ne voulaient pas faire savoir que la France était infiltrée comme les autres pays parce qu'on était soi-disant en meilleure relation avec les Russes et que ça ne plaisait pas aux Américains, il fallait pas que ça se sache qu'on était aussi infiltrés que les autres. Et donc effectivement, on était assez tranquille lorsqu'on travaillait, à moins de travailler sur des affaires militaires très précises, donc vraiment du top secret, on était assez tranquille de ne pas être embêté au final par les autorités françaises. Alors on pourrait se poser la question, mais c'est vrai, je le dis, c'est ce que disait un jour Jacques-Laurent Bost, un critique de cinéma qui a été secrétaire de Sartre pendant un moment. Il disait, j'ai travaillé 3 semaines pour France Dimanche, il faut bien vivre, mais au bout de 3 semaines, je n'en voyais plus la nécessité. Oui, donc, on peut se poser quand même la question. C'est lui qui parlait des yeux dactylographes, c'est ça? C'est ça, absolument. En tout cas, vraiment, lisez À la solde de Moscou de Vincent Jauvert. C'est absolument passionnant. Ce sera sur Netflix dans 2 ans. Hein. J'espère, oui. J'espère. Ça sort, c'est publié aux éditions du Seuil. Ça sort demain en librairie À la solde de Moscou. Merci beaucoup, Vincent Jauvert, d'avoir été avec nous. Merci à vous. André Berkoff, on se retrouve demain avec Céline Alonso en direct du Salon de l'Agriculture, de 12h à 14h. Et puis tout de suite, c'est Brigitte Lay sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.